Nuit du 2 février 1978. Il est 23h47. La Lorraine est sous la neige. Un homme sonne à une grille. Il porte un manteau gris, une mallette noire, des chaussures de ville qui ne sont pas faites pour marcher dans la boue. Il n'est pas armé. Il n'a pas besoin de l'être. Il a quelque chose de bien plus puissant dans sa mallette. Une feuille de papier signée par le Premier ministre. Derrière cette grille, il y a un château. Pas le château d'un roi médiéval. Le château d'une famille qui, pendant 300 ans, a possédé quelque chose de plus puissant qu'un trône. Elle possédait le feu. Les hauts fourneaux qui illuminaient le ciel lorrain depuis le XVIIe siècle. Les mines de charbon, les mines de fer, les rails, les ponts. Les rues, les maisons, les écoles, les églises, les certificats de naissance et les actes de décès. Les Wendel ne possédaient pas une usine, ils possédaient un monde. À l'intérieur, une lumière s'allume au 2e étage. Un homme de 62 ans regarde par la fenêtre. Il voit le fonctionnaire, il voit la mallette, il comprend. Il avait été prévenu, bien sûr. La loi de nationalisation était votée depuis des semaines. Son avocat l'avait appelé, son banquier l'avait appelé. Le ministre lui-même avait eu la correction de lui téléphoner. Mais il y a une différence entre savoir et voir, entre apprendre dans un bureau que votre famille va perdre son empire et entendre la sonnette retentir dans le silence de votre château à minuit moins le quart. Il descend l'escalier, marche après marche. Il passe devant les portraits de ses ancêtres. Jean-Martin Wendel, qui a fondé la forge en 1704. François de Wendel, qui a survécu à la Révolution française, à Napoléon, à l'annexion allemande. Humbert de Wendel, qui a reconstruit l'Empire après 1918. 300 ans de résistance, 300 ans debout. Et ce soir, à minuit, un fonctionnaire en chaussures de ville va mettre fin à tout cela. Sans violence, sans procès, sans même hausser la voix. Il ouvre la porte. Il regarde l'homme. L'homme lui tend la feuille de papier. Et dans la neige lorraine, 300 ans s'éteignent. Pour comprendre cette nuit, il faut remonter au début, au tout début. À 1704, à l'homme qui a allumé le premier feu. Et à la question que personne ne pose jamais. Quand une famille règne sur un pays pendant 3 siècles, est-ce du génie ou est-ce du vol? Et surtout, qui a vraiment gagné cette nuit-là? Jean-Martin Wendel a 32 ans. Il n'est pas noble. Il n'a pas hérité d'un château. Il n'a pas de titre, pas de terre, pas de nom qui ouvre des portes. Il a un métier, maître de forge, c'est-à-dire l'homme qui transforme le minerai brut arraché à la terre en métal utilisable. L'homme qui vit entre 2 mondes, celui de la boue et celui du feu. En 1704, il rachète une forge à Hayange, un trou dans la Moselle, quelques maisons, un filet d'eau, une forêt, et du fer dans le sol. Beaucoup de fer. Jean-Martin comprend quelque chose que ses contemporains n'ont pas encore compris. Le minerai seul ne vaut rien. Le métal seul ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est la chaîne entière. Extraire, fondre, façonner, vendre, et surtout, ne jamais laisser un autre homme contrôler une seule étape. Il achète les forêts autour de la forge. Pas pour se promener, pour le charbon de bois qui alimente ses hauts fourneaux. Il achète les routes qui mènent à sa forge, pas pour voyager, pour que personne d'autre ne puisse transporter son minerai sans lui payer. C'est brutal, c'est méthodique, et ça fonctionne. 1789, la France s'embrase. Les nobles fuient ou montent à l'échafaud. Les châteaux brûlent, les titres disparaissent. Et les Wendel? Les Wendel survivent, parce qu'ils ont compris une chose essentielle sur le pouvoir. Le pouvoir de la noblesse repose sur le nom. Le pouvoir des Wendel repose sur quelque chose que la Révolution ne peut pas guillotiner. Le savoir-faire. Qui va fondre le fer si les Wendel disparaissent? Qui va forger les canons dont la République a besoin pour se défendre? Les révolutionnaires regardent la forge d'Hayange. Ils voient des flammes utiles. Ils passent leur chemin. La famille est dépouillée de quelques terres. Elle perd son titre officiel. Mais les hauts fourneaux tournent. Ils tournent toujours. Napoléon arrive. Les Wendel fondent ses canons.
Napoléon tombe, les Wendel fournissent les rails du nouveau réseau ferré français. En 1871, la Prusse écrase la France. L'Alsace-Lorraine est annexée. Du jour au lendemain, les Wendel deviennent des industriels allemands. Ils ne le choisissent pas, ils ne protestent pas non plus, ils s'adaptent. Ils apprennent l'allemand dans leur bureau, ils vendent leur acier au Kaiser, ils continuent de vivre dans leur château français et de penser en français. C'est ça la règle Wendel. Les drapeaux changent, les maîtres changent, le feu, lui, ne s'éteint jamais. Au milieu du 19e siècle, faisons une pause. Regardons ce que cette famille a construit en 150 ans. 12 000 ouvriers travaillent pour eux, directement. Pas en sous-traitance, pas dans une holding offshore, directement. Ces hommes vivent dans des maisons Wendel, leurs enfants vont dans des écoles Wendel, leurs femmes accouchent dans des hôpitaux Wendel. Leurs morts sont enterrés dans des cimetières qui jouxtent des usines Wendel. Ils naissent Wendel, ils vivent Wendel, ils meurent Wendel. La Lorraine n'est pas une région industrielle. La Lorraine est une propriété privée de 120 000 hectares. Et cette propriété a un nom de famille gravé sur chaque poutre, chaque rail, chaque pierre. Mais voilà ce qu'on ne dit pas dans les livres d'histoire. Voilà ce que la famille Wendel n'a jamais voulu qu'on écrive. Cet empire n'a pas été construit avec du génie seul. Il a été construit avec de la sueur volée. Les ouvriers des forges travaillent 14 heures par jour, 6 jours sur 7. Leur salaire est payé en partie en bons d'achat, des bons qui ne fonctionnent que dans les magasins Wendel. Ils ne peuvent pas partir. Leur logement appartient à la forge. Perdre son emploi, c'est perdre son toit, son école, son hôpital, en une seule journée. Jean-Martin Wendel avait compris quelque chose en 1704. Pour régner durablement sur des hommes, il ne faut pas les enchaîner, il faut les rendre incapables de partir. C'est plus efficace, c'est invisible, et ça dure 300 ans. Alors quand le fonctionnaire sonne à la grille en 1978, quand la loi de nationalisation tombe sur le bureau de la famille, quand les ouvriers d'Hayange apprennent la nouvelle à la radio, ils applaudissent, ils sortent dans la rue, ils pleurent de joie. 300 ans d'empire, et ce soir-là, dans les rues de Lorraine, personne ne pleure pour les Wendel. Personne. Sauf peut-être les Wendel eux-mêmes. Mais ça, c'est une autre histoire, celle qu'on va raconter maintenant. Revenons un instant sur une chose que j'ai dite. En 1871, la Prusse annexe la Lorraine. Du jour au lendemain, les Wendel deviennent allemands. Mais voilà ce que je n'ai pas dit. Ils ne s'en plaignent pas vraiment. Parce qu'en devenant allemands, ils entrent dans le marché le plus dynamique d'Europe. L'Empire allemand construit des chemins de fer, des ponts, des cuirassés, des canons, tout ça en acier. L'acier des Wendel. Entre 1871 et 1914, la fortune de la famille triple. Elle triple pendant que les Français humiliés rêvent de revanche, pendant que des soldats français s'entraînent à reprendre l'Alsace-Lorraine, pendant que des familles lorraines pleurent leur nationalité perdue. Les Wendel, eux, vendent de l'acier au Kaiser et s'enrichissent. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Et ce fait va se répéter 2 fois. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Les Wendel sont dans une position que personne d'autre dans le monde n'occupe. Ils ont des usines en Lorraine française, ils ont des usines en Lorraine allemande. Les 2 camps ont besoin d'acier, ils ont de l'acier pour les 2 camps. Ce n'est pas un calcul cynique qu'ils font en août 1914, c'est simplement la géographie de leur empire. Leurs usines françaises fondent les obus qui tuent des soldats allemands, leurs usines allemandes fondent les obus qui tuent des soldats français. Simultanément, sur le même front, parfois à quelques kilomètres de distance. 1,4 million de Français mourront dans cette guerre, beaucoup tués par des obus, beaucoup tués par de l'acier lorrain, de l'acier Wendel. 1918. Ils gagnent quoi qu'il arrive. Novembre 1918. L'Allemagne capitule. Le traité de Versailles redessine la carte de l'Europe. La Lorraine redevient française. Et les Wendel ? Les Wendel récupèrent leurs usines allemandes, confisquées comme biens ennemis en 1914, rendues comme biens français injustement saisis en 1918. Ils récupèrent tout, avec intérêt, avec les améliorations que les Allemands ont apportées pendant la guerre, avec les nouvelles machines installées aux frais du Reich. La France a gagné la guerre, les Wendel ont gagné la paix. En 1919, leur empire est plus grand qu'en 1914, plus grand qu'avant la guerre. La guerre les a enrichis. L'entre-deux-guerres, l'avertissement ignoré.
Dans les années 20 et 30, François de Wendel est l'homme le plus puissant de France. Il siège au conseil de régence de la Banque de France, il est député, il finance des journaux, il reçoit des ministres dans son château, il est l'État dans l'État. Et quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, quand le Reich commence à réarmer, quand les généraux français supplient le gouvernement de moderniser l'armée, François de Wendel freine. Il vote contre les budgets militaires, il milite pour la paix avec l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il a encore des intérêts économiques en Allemagne, parce qu'une guerre avec l'Allemagne menace ses usines rhénanes, parce que la paix est bonne pour les affaires, peu importe pour qui. Juin 1940, les panzers allemands traversent la Meuse. La France s'effondre en 6 semaines. Le maréchal Pétain signe l'armistice. La Lorraine est à nouveau occupée, à nouveau allemande. François de Wendel fuit à Londres. Ses usines, elles, restent. Elles ne peuvent pas fuir. Et les Allemands s'en emparent immédiatement. Ils nomment un administrateur, ils relancent la production, et les hauts fourneaux d'Hayange se remettent à rugir, pour le Reich cette fois, pour les Char-Panzer, pour les bombardiers Henkel, pour les rails qui mènent au camp. Attendez. Relisez cette dernière phrase. Les rails qui mènent au camp. L'acier Wendel. Forgé à Hayange, posé par les nazis, parcouru par les convois. Est-ce que la famille le savait ? Est-ce qu'elle pouvait ne pas le savoir ? Je vous laisse avec cette question. Mai 1945, l'Allemagne capitule, la France est libérée. Les procès de l'épuration commencent. Les collaborateurs sont jugés, certains fusillés, d'autres rasés, traînés dans les rues. Et les Wendel ? François de Wendel rentre de Londres. Il est accueilli en résistant. Il avait fui avant l'occupation, donc techniquement, il n'avait pas collaboré. Ses usines avaient fonctionné pour le Reich pendant 5 ans. Ses ouvriers avaient forgé l'acier nazi. Mais lui était à Londres, propre, les mains propres. La France de la Libération a besoin de reconstruire, elle a besoin d'acier, elle a besoin des Wendel, alors elle ne pose pas trop de questions. Les hauts fourneaux sont rendus à la famille, sans procès, sans commission d'enquête, sans une seule ligne dans les journaux. Pour la 2e fois en 30 ans, la guerre finie, les Wendel récupèrent tout. Les années 1950, les années 1960, c'est l'âge d'or de l'acier européen. La reconstruction du continent exige de métal, des millions de tonnes. Les hauts fourneaux d'Hayange tournent 24 heures sur 24, 30 000 ouvriers dans les usines Wendel, 2 fois plus qu'avant la guerre. Des villages entiers vivent du feu lorrain. Hayange, Jeux, Moivreux, des noms que personne ne connaît à Paris, des noms qui sont tout pour 100 000 familles. Le feu brûle, l'argent coule, la famille règne. Mais sous la surface, quelque chose change. L'acier japonais arrive sur les marchés mondiaux, moins cher, plus moderne. Les Wendel auraient dû moderniser leurs outils, ils auraient dû investir, ils auraient dû anticiper. Ils ont préféré distribuer des dividendes. En 1960, leurs hauts fourneaux ont 50 ans de retard technologique. Leurs ouvriers le savent, leurs ingénieurs le savent. La famille, elle, regarde ailleurs. Elle a toujours regardé ailleurs, quand ça l'intéressait. 2 guerres mondiales, 2 changements de nationalité, 2 fois tout perdu apparemment, 2 fois tout récupéré, les Wendel avaient traversé Napoléon, la Révolution, le Kaiser, Hitler, ils avaient traversé 2 siècles de tempêtes sans jamais plier. Ils allaient traverser aussi la sécurité. C'est ce qu'ils croyaient. Mais cette fois, l'ennemi ne venait pas d'Allemagne, il ne venait pas de la rue, il venait de Paris. Et il avait le visage d'un socialiste souriant avec une feuille de papier dans la main. Revenons à cette nuit, minuit moins le quart. Le fonctionnaire sonne à la grille du château. Nous l'avons vu de l'intérieur. Regardons maintenant de l'autre côté, à 2 kilomètres de là, dans les maisons ouvrières d'Hayange. Des maisons construites par les Wendel. Des maisons dont ils paient encore le loyer aux Wendel. Cette nuit-là, personne ne dort dans ces maisons. Les transistors sont allumés. Les nouvelles tournent en boucle. La loi de nationalisation est signée. Quelqu'un sort dans la rue, puis un autre, puissant. Ils se regardent. Ils ne savent pas quoi dire. Alors ils font ce que font les hommes quand les mots manquent. Ils s'embrassent, ils pleurent, ils chantent. Dans les rues d'Hayange, à minuit, des hommes aux mains noires de charbon dansent, pour la première fois depuis 300 ans. Ils ne travaillent plus pour les Wendel, ils travaillent pour eux-mêmes. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Le lendemain matin, la France est propriétaire des usines Wendel. Et elle découvre ce que la famille savait depuis 10 ans. Elles perdent de l'argent, beaucoup d'argent. Des milliards de francs par an. Les hauts fourneaux ont 50 ans de retard. L'acier japonais, l'acier coréen inondent les marchés à des prix impossibles à concurrencer.
Les gouvernements qui se succèdent injectent des subventions, des milliards, l'argent des contribuables français, versé dans des usines qui saignent. Ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais, parce que le problème n'est pas financier, le problème est structurel. Le monde n'a plus besoin d'autant d'acier lorrain. Le monde ne le savait pas encore, ou ne voulait pas le savoir. 1984, premier Haut-Fourneau éteint à Jeuf. 2000 licenciements. 1987, Hayange. 3500 licenciements. 1991, Longwy, la ville ouvrière la plus emblématique de Lorraine. 8000 emplois perdus en 18 mois. Les hommes aux mains noires qui dansaient en 1978. Ils ne dansent plus. Ils font la queue aux ANPE. Ils remplissent des dossiers. Ils attendent des reconversions qui ne viennent pas, ou qui viennent trop tard, ou qui mènent nulle part. En 1997, le dernier Haut-Fourneau d'Hayange s'éteint. Le dernier. Celui que Jean-Martin Wendel avait allumé en 1704. 293 ans de feu. Éteint. Dans la salle de contrôle ce soir-là, un technicien, qui travaille là depuis 30 ans, abaisse le dernier levier. Il ne dit rien. Il n'y a rien à dire. Maintenant, une question. Quand l'État nationalise une entreprise, il ne la vole pas, il la rachète. Il paie. Combien a reçu la famille Wendel pour ses usines en 1978 ? Les archives ne donnent pas un chiffre unique. Les négociations ont duré des mois. Les avocats des deux côtés ont travaillé 1 an. Ce que l'on sait, c'est ceci. La famille Wendel a reçu une indemnisation substantielle, payée par l'État français, c'est-à-dire par les contribuables, c'est-à-dire par les ouvriers d'Hayange eux-mêmes, les hommes qui dansaient dans la rue cette nuit-là. Ils ont payé pour leur propre libération, avec leur argent, avec leurs impôts, avec leurs cotisations. L'histoire a des sens de l'humour que personne ne commande. 2024, Hayange compte 15 000 habitants. En 1960, elle en comptait 28 000. Les jeunes sont partis, les usines sont des friches, les hauts fourneaux rouillent dans la brume mosellane. Certains ont été classés monuments historiques, des ruines industrielles pour touristes, des selfies devant ce qui fut une vie. Et les Wendel existent toujours. Wendel SE, société d'investissement cotée en bourse à Paris. Capitalisation boursière, plusieurs milliards d'euros. Ils n'ont plus d'usines, plus de hauts fourneaux, plus de maisons ouvrières, plus d'ouvriers du tout. Ils ont des participations dans des entreprises mondiales, des fonds, des actifs, des rendements, l'argent propre, l'argent sans fumée, l'argent sans odeur de charbon. La famille la plus riche que la Lorraine ait jamais produite. Elle n'est plus Lorraine. Elle n'est plus rien. Elle est partout. Alors, qui a gagné cette nuit-là ? Le fonctionnaire avec sa mallette noire ou l'homme qui descendait l'escalier en regardant ses ancêtres ? La réponse est inconfortable, parce qu'il n'y a pas de vainqueur. Les Wendel ont perdu leurs usines. Ils ont gardé leur fortune. L'État a gagné un empire industriel. Il en a hérité l'agonie. Les ouvriers ont arraché leur liberté. Ils ont perdu leur travail 10 ans plus tard. Tous ont perdu quelque chose. Personne n'a gagné ce qu'il espérait. Sauf peut-être Jean-Martin Wendel, l'homme de 1704, celui qui a allumé le premier feu. Lui, il avait compris quelque chose que ni l'État, ni les syndicats, ni ses propres descendants n'ont jamais vraiment compris. Le feu, on peut l'éteindre. L'argent qu'il a produit, non. En 1704, il a transformé du minerai en métal. En 1978, ses héritiers ont transformé du métal en capital. La forme change. L'empire, lui, continue. Invisible. Silencieux. Coté en bourse. Le dernier haut fourneau d'Hayange s'est éteint en 1997. Les drapeaux avaient changé. Les maîtres avaient changé. Le feu, lui, s'est éteint. Mais seulement le feu. L'argent. Jamais. L'archive se referme.